الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال سلطانه ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله حبيب المصطفى النبي الكريم الرسول الأمين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا على ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre. Nous implorons sa paix et bénédiction sur notre noble prophète, imam des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous me recevez de l'autre côté? Ça sort? Alhamdulillah. Nous remercions Allah qui, par sa grâce, nous a réunis ici, à la mosquée de l'Université de Lyon, dans le cadre de l'une des activités de la UMT, Association des élèves étudiants musulmans au Togo. Le thème de notre partage, je ne vais pas parler de prêche parce qu'il y a les ustads ici qui font déjà des prêches, mais on va parler de partage. Le thème de notre partage, c'est Salat al-Istikhara, la prière de consultation. Il y a nos petits frères, nos petites sœurs qui vont bientôt reprendre le chemin de l'école. Certains parmi eux ont eu le BPC, d'autres le bac, donc ils ont un choix à faire. Et donc dans ce choix à faire là, parfois on se demande quel est le bon choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, nous n'avons rien omis d'écrire dans le Coran. Et lorsque tu prends le Coran, il y a tout dedans. L'islam nous a tout appris. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement, il nous a appris ce qu'il faut faire lorsque tu es devant un choix à faire. Nos petits frères et sœurs qui ont le BPC, ils se demandent quelle série je vais faire. Est-ce que ce serait d'abord général ou technique? Si c'est technique, est-ce que c'est G1, 2, 3? Si c'est général, est-ce que c'est D, A4, C? Maintenant, devant cela, qu'est-ce que l'islam nous dit? Et c'est ça comment l'appelle-t-on, le réflexe du musulman. Lorsque tu te trouves devant une situation, la première question que tu te poses, c'est qu'est-ce que l'islam dit à propos? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Ça, c'est le réflexe du musulman. Et alhamdulillah, l'islam nous a appris ce qu'il faut faire lorsque tu es devant un choix à faire. Et l'islam nous apprend que lorsque tu as un choix à faire, il y a une pratique qui consiste à consulter Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle la prière de consultation, salat al-istikhara. Mais avant de rentrer dans la salat al-istikhara, nous allons d'abord commencer par qui est Allah. Puisque nous voulons consulter Allah. Qui est Allah et pourquoi nous devons le consulter? Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose que nous savons d'Allah, c'est que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. Et il est le Seigneur de tout l'univers. C'est pourquoi d'ailleurs dans Surat al-Fatiha, chaque fois nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, lui, c'est lui le Seigneur de tout l'univers. Et quand on dit que c'est lui le Seigneur de tout l'univers, la première chose qui lui confère la seigneurie, c'est d'abord la création. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout qu'il est maintenant le Seigneur de tout cet univers, Al-Khaliq. Donc Allah, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a tout créé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide de tout. Al-Mudabbir. Il faut savoir que tout est décidé par Allah. C'est pourquoi d'ailleurs nous allons parler de istikhara, parce qu'on veut le consulter justement parce qu'en amont nous savons que c'est lui qui décide de tout. Donc c'est lui qui prend toutes les décisions. Si aujourd'hui, alhamdulillah, je me trouve ici, au Togo, à Lomé, c'est parce que Allah a voulu, c'est parce que Allah a décidé de cela. Si aujourd'hui, tu as ton BEPC, tu as ton bac, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé.
Donc il faut mettre dans la tête que c'est Allah qui décide de tout et il n'y a personne qui puisse décider si ce n'est la décision d'Allah. D'abord, regardez, Allah dit dans le Coran al-Karim, même si toi, là où tu es là, tu penses que tu veux quelque chose, tu penses que parce que tu as eu à faire quelque chose, il y a eu un changement, il faut savoir que bien avant ta volonté, Allah a voulu. On rentre un peu dans la philosophie, je crois. Mais quand même, je pense qu'on se comprend. Là où tu es là, si tu penses que tu as quitté la maison parce que tu as voulu venir ici à l'université, il faut savoir que si ce n'est pas que Allah avait voulu, tu n'allais même pas vouloir jusqu'à venir ici. Donc c'est pourquoi nous devons vraiment remercier Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps et en toutes les circonstances. Qui est Allah? Nous avons vu que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui prend toutes les décisions de notre vie. Et au même moment, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le connaisseur de toutes choses. Al-Ali. Allah, il connaît tout. C'est pourquoi justement on veut le consulter. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. Le présent dans lequel nous sommes actuellement, Allah l'avait déjà connu. Le futur qui vient, Allah le connaît déjà. Pourquoi est-ce que je reprends tout cela? Pour que toi, en tant que serviteur d'Allah, tu puisses estimer Allah à sa juste valeur. Parce que regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِ. Allah parle de certaines personnes qui n'ont pas estimé, qui ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. Il y a certaines personnes, quand on leur parle d'Allah, ok, oui, c'est lui qui a créé l'univers, point. Alors que si tu te limites à ça seulement, tu ne vas pas estimer Allah à sa juste valeur. Donc il y a certaines choses qu'il faut connaître qui finalement vont te donner une image, on ne va pas dire exacte parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le saisir, mais au moins à estimer Allah subhanahu wa ta'ala à une valeur vraiment qui est très estimable. Donc Allah, il faut savoir qu'il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît également le futur. Jalla Jalal. Maintenant revenons. Dans la vie de l'homme, de chaque fois, comme Allah le dit même dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, nous sommes dans cette vie-là. Parfois nous connaissons des moments heureux et parfois nous connaissons des moments malheureux. Et ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, Allah nous dit dans Surat al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour une vie de lutte. On n'est pas venu ici pour dormir seulement, non. Parfois nous avons des choix difficiles à faire. Et ainsi va la vie. Donc ça veut dire que parfois tu es là pour demander qu'est-ce que je vais faire pour me sortir de ce mal dans lequel je suis, ou qu'est-ce que je vais faire pour rentrer dans le bon chemin, dans ce qui va m'amener à la joie, au bonheur. Et donc justement nous avons ces choix-là à faire dans la vie, ce qui fait qu'il va falloir parfois consulter, demander l'avis, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes choses de te guider dans le droit chemin. Et ça c'est très important. C'est pourquoi justement il y a ce qu'on appelle la salat al-istikhara, la prière de istikhara. Dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, ce compagnon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, il a rapporté ceci. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la prière de istikhara dans toutes les décisions à prendre. Et lorsqu'ils sont devant une décision, comment appelle-t-on? Lorsqu'ils ont un choix à faire, une décision à prendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demandait de consulter Allah, de faire ce qu'on appelle la salat al-istikhara, la prière de consultation. Et il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait cela comme si c'était le Coran. Et la manière dont on va t'enseigner, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Il dit c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
leur enseigner la salat al-istikhara. Donc ici, c'est pour nous montrer que c'est très important. Si au même moment, pour apprendre le Coran al-Karim, c'est très important pour nous, au point où l'apprenons chaque jour, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait la salat al-istikhara comme le Coran, ça veut dire que c'est très important. Maintenant, il continue en disant, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsque l'un de vous décide de faire quelque chose, qu'il fasse 2 rak'ahs, autre que les rak'ahs obligatoires. Et lorsque quelqu'un a une décision à prendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il faut faire 2 rak'ahs. Bien sûr, tu fais tes ablutions et tu fais 2 rak'ahs. Nafila, comme on le dit. Nafila, donc qui ne fait pas partie des 5 prières obligatoires. Donc tu fais 2 rak'ahs, puis que tu dises cette invocation-là qui constitue la prière de consultation sur la al-istikhara. Et c'est ça que nous allons lire ici. On va lire ça. Après la lecture, on va lire un à un pour que les gens puissent se répéter. Chacun aura une copie, une fois à la maison, vous irez lire cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous dit, le Jabir nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque quelqu'un a une décision à prendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait de consulter Allah. Et comment ça se fait? Eh bien la personne va dire Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. On va répéter ça au moins 2-3 fois. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, on va faire la sunna inshallah. Donc il dit Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqadratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allam al-ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr. Et donc ici tu précises ce que c'est. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خيرا حيث كان ثم أرضني به. Donc cette prière-là de consultation, les compagnons le faisaient à chaque fois qu'ils ont une décision à prendre. Maintenant, ça voudrait dire quoi? Il dit Allahumma inni astakhiruka. Oh Allah, je te consulte. Inni astakhiruka bi'ilmika, par ta connaissance. Donc ça veut dire que ici tu te dis que le sujet sur lequel tu consultes Allah, Allah le sait. Donc Allah, il le sait, c'est pourquoi tu viens vers lui. Et je t'implore de m'accorder le pouvoir, la capacité. Parce que c'est toi qui es le plus capable. Et moi, je ne suis pas capable. Vous voyez la manière dont, dans cette invocation-là, le serviteur se réduit en disant que non, mais Allah, dans cette affaire-là, je ne sais pas. C'est toi qui sais. Je ne suis pas capable de faire le bon choix, mais toi, tu es capable de faire le bon choix. Ça peut aller. Et il dit et je t'implore par ta grande générosité. Parce que tu es le capable, moi je ne suis pas capable. Et également, toi tu sais alors que moi je ne sais pas. Et toi Allah, tu sais, tu connais l'inconnu. L'inconnu ici c'est quoi? Tu aimerais te mettre dans une chose, tu aimerais prendre une décision, mais toi tu ne sais pas la finalité de la chose. Tu ne sais pas si par exemple tu fais la série D, ce serait bon pour toi à la fin. Tu ne sais pas si tu fais la série A, ce serait bon pour toi ou pas. Tu ne sais pas si tu fais la série G, 1, 2, 3, ce serait bon pour toi. Ou un peu venant au niveau de ceux qui ont eu leur bac. Tu ne sais pas si tu fais par exemple, je ne sais pas moi, la faculté de sciences, ce serait bon pour toi, ou FACEN, ou FDD, ou autre. Tu ne sais pas si c'est bon. Si c'est bon, donc c'est inconnu pour toi. Mais tu sais, tu certifies que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est Allam al-Ghuyub, lui, il n'y a rien qui est inconnu pour lui. On comprend un peu le cheminement de la chose, donc c'est un peu ça. Maintenant, il continue en ta'ala. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr.
Maintenant, c'est ici que tu viens demander. Vous savez, il y a ce qu'on appelle usulub ad-du'a, une méthode pour invoquer Allah. Les savants nous disent que lorsque tu veux invoquer Allah, il faut d'abord commencer par les noms et attributs d'Allah. Et après cela, il faut maintenant invoquer Allah. Tu dis par exemple, oh Allah, toi qui es le connaisseur de toutes choses, eh bien enseigne-moi. Oh Allah, toi qui enrichis les gens, enrichis-moi. Vous voyez un peu la méthodologie. C'est comme ça, voilà, les savants nous disent qu'il faut invoquer Allah. Les musulmans disaient très bien que Allah nous a créé, c'est pourquoi? C'est pour l'adorer. Allah ne nous a pas créé pour aller à l'école. Allah ne nous a pas créé pour venir manger et dormir, non. Ça, ce sont des choses secondaires. Mais l'objectif premier pour lequel Allah nous a créé, c'est l'adorer. C'est pourquoi il nous a créé. Donc c'est pourquoi le choix que tu aimerais faire, tu fais tout pour que ça ne contredit pas ta religion. Tu fais tout pour que ça ne t'empêche pas d'adorer Allah. Donc c'est pourquoi on commence ici par si cette situation-là, elle est une source de bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente, donc dans la vie courante aussi. Donc ça veut dire que le choix que tu aimerais faire aussi, ça va t'aider dans ta vie. Si nous prenons voilà, l'exemple de ceux qui, par exemple, veulent faire carrière dans le monde universitaire. Donc ça veut dire que la faculté que tu aimerais choisir là, ça va te suivre durant ta carrière universitaire. Si tu fais déjà un mauvais choix, subhanallah, ça va agir sur ta carrière. Donc c'est un peu la précision. Dans ma vie future, ainsi que dans ma vie présente, c'est ça, dans ma vie présente, ainsi que dans ma vie future, jusqu'à la fin. Il dit, donc, il faut me prédestiner cela. Facilite-moi le choix de ça. C'est ça qui est faqdirhu. Fasse que mon destin, mon choix tombe sur ça. Et facilite-moi également cela. Et bénis-moi ce choix. Il faut vraiment comprendre, il faut prêter attention à cela. Tu demandes à Allah, oh Allah, ce choix-là que j'aimerais faire, si ce choix est bon pour moi, dans ma vie présente, ainsi que dans ma vie future, alors prédestine-moi ça. Fasse que ce soit mon destin. Fasse que je fasse vraiment ce choix-là. Si la série D, la série A, la série G est bonne pour moi, Allah fasse que je choisisse la série D. Ou fasse que je choisisse la série A ou la série G. Si la faculté de droit est bonne pour moi, oh Allah, fasse que je choisisse la faculté de droit. Fasse que je choisisse voilà, cette faculté. C'est ça ici. Voyez, si vous voulez, et facilite-moi ça. Parce que dans le choix aussi, il ne faut pas que j'ai des difficultés. Parce qu'il peut arriver que tu veux faire quelque chose, mais tu as des difficultés. Quand il dit difficulté ici, peut-être que quelqu'un est contre ça. Papa est contre. Si papa est contre, qui paie la scolarité? Est-ce que c'est toi qui paie? Voilà. Donc tu demandes aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter également le choix. Dans la facilité du choix, c'est que Allah, parce que lorsque je vais aller à l'école et je vais vouloir m'inscrire, qu'on ne me dise pas que les places sont, qu'on dise qu'il n'y a plus de place. C'est toujours la facilité ça. Donc la facilité, elle englobe beaucoup de choses. On se comprend, n'est-ce pas? Et bénis-moi également ce choix. Vous savez, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est très importante. Quand Allah te bénit le choix, tu verras que lorsque tu seras lorsque finalement tu vas faire le choix, tu auras une facilité sur toute la ligne. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose qu'on voit ou qu'on sent. Ce n'est pas plutôt quelque chose qu'on voit, mais on la sent. Lorsque par exemple quelqu'un commence ses études et qu'il voit que subhanallah, depuis qu'il a commencé jusqu'à la fin, Allah lui a tout facilité, c'est la bénédiction d'Allah. Parce que quand il y a la bénédiction d'Allah, tu verras que lorsque tu es en plein cursus, tu auras une facilité. Et il y a des gens comme ça. Donc c'est ça la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu demandes. Maintenant, comme toi tu ne sais pas si c'est bon pour toi ou pas, maintenant tu dis aussi Allahumma
In kunta ta'lam anna hadha al-amr sharrun li. Allah, si tu sais que ce choix que j'aimerais faire, ce choix est mauvais pour moi. Donc ça peut arriver. C'est justement la raison pour laquelle toi tu es sur deux pentes. Au fait, toi tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu ne sais pas si c'est la série D qui est bonne pour toi. Tu ne sais pas si c'est FDD qui est bon pour toi. Donc c'est pourquoi tu es dans les deux. Tu as commencé par oh Allah, si tu sais que ce choix est bon pour moi, prédestine-moi ce choix, facilite-moi ce choix et bénis-moi ce choix. Maintenant la deuxième pente c'est quoi? Oh Allah, si tu sais que ce choix n'est pas bon pour moi, ce choix est mauvais pour moi, écoute, est mauvais pour moi dans ma religion, wa ma'ashi, dans ma vie présente, wa aqibat amri, dans ma vie future, fasrifuhu anni. Donc c'est la demande que tu fais maintenant. Oh Allah, si tu sais que c'est mauvais pour moi, alors détourne-moi de cela. Parce que je ne fasse même pas ce choix. Parce que je ne regarde même pas, je ne pense même pas à ce choix jusqu'à le faire. Et ça c'est légitime. Si par exemple choisir comment appelle-t-on, la série D fera que subhanallah, tu vas redoubler la classe, tripler la même classe avant d'aller en première. Autrement dit, tu as eu ton bac en seconde. Vous avez compris ça? Il a eu son bac en seconde. Ça veut dire qu'il a fait seconde 3 fois. Voilà. Donc ça, subhanallah, on va dire que c'est pas bon pour toi. Donc c'est pourquoi tu demandes à Allah de te détourner. Il ne faut même pas que tu penses à ce choix-là. Donc détourne-moi de ce choix. Donc, vous voyez là, c'est dur. Et détourne ce choix de moi. Non, d'abord, détourne ce choix de moi. Donc, détourne cette faculté ou bien cette série de moi. Et détourne-moi aussi de ce choix. C'est comme par exemple, regardez, c'est comme ça, c'est moi, ça c'est le choix. Tu demandes à Allah, oh Allah, fasse que le choix prenne une autre direction et fasse que moi aussi je prenne une autre direction. Vous voyez, là on ne va jamais se croiser. Peut-être que si c'est comme ça, on va dire que voilà, le choix prend cette direction et toi tu es dans la même direction. Peut-être, subhanallah, que tu vas arriver à ce choix. Mais ici tu demandes à Allah que vos chemins se séparent. Donc ça c'est comment appelle-t-on, la demande que tu fais. Et tu dis waqdir li khayr. Subhanallah, vous voyez l'humilité. Oh Allah, si ce choix est mauvais pour moi, détourne ce choix de moi et détourne-moi aussi de ce choix et prédestine-moi le bien. Allah, subhanallah. Vous voyez comment c'est très grave. Maintenant, oh Allah, vu que ce choix est mauvais pour moi, maintenant, accorde-moi ce qui est bien. Donne-moi le destin, prédestine-moi ce qui est bien. Haythu kana, où qu'il soit. Parce que le bien, nous voulons le bien. Donc tu demandes à Allah où que le bien soit, fasse que j'aille rencontrer ce bien-là. Et fasse que je sois satisfait de cette décision-là que finalement je vais prendre. Et c'est fini ta prière. Donc de façon résumée, cette invocation-là, elle est à deux volets. D'abord, tu demandes à Allah. Si par exemple la faculté de droit, ou bien la faculté de sciences, ou bien l'école supérieure d'agronomie que j'aimerais faire en tant que bachelier, si ce choix est bon pour moi, oh Allah, si ce choix est bon pour moi dans ma religion, dans ma vie présente, dans ma vie future, alors fasse que je choisisse réellement ce choix, fasse que je choisisse réellement cette faculté, facilite-moi également le choix et bénis-moi ce choix. Mais Allah, si ce choix est mauvais pour moi, dans ma religion, dans ma vie future, dans ma vie présente, dans ma vie future, détourne ce choix de moi et détourne-moi de ce choix. Et Allah, prédestine-moi, prédestine-moi le bien. Où que ce bien soit, et fasse que je sois satisfait de ce bien. Donc c'est un peu ça l'invocation. On n'a pas trop de minutes, mais on va faire la sunna, même si c'est une fois. Je vais répéter, vous allez répéter. Allahumma inni astakhiruka
بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خير واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. Comment facile pour nous tous. Alors vous avez vu, nous avons mis ça en arabe et en français. Celui qui sait qu'il ne peut pas dire ça en arabe, eh bien, alhamdulillah, il y a la phonétique en arabe. Maintenant, pour ce qui est de le sens aussi, il y a ça. Donc tu lis, tu sais de quoi tu parles, tu comprends ce que tu veux. Est-ce qu'on a compris? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite également le bon choix. Maintenant, quelle est la procédure? Ça, c'est l'invocation. Maintenant, comment le faire? La procédure, d'abord, lorsque tu veux le faire, comme dans le hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam de Jabir ibn Abdullah, il dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait cela. Mais il disait que quand quelqu'un veut faire cela, qu'il fasse 2 rakats. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut faire ses ablutions bien faites. Hein? Comme enseigne pas le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, maintenant, il faut faire 2 rakats. 2 rakats surérogatoires, comme on appelle souvent nafila. 2 rakats surérogatoires. Maintenant, il faut également le faire. Souvent, il y a des savants qui disent qu'il est très bien aussi de le faire aux heures de awqat al-ijaba, les heures où les invocations sont acceptées. Vous savez, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit que le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa majesté, il descend. Et là, il demande, qui me demande quelque chose, je vais lui donner. Qui va m'invoquer, je vais exaucer son invocation. Qui me demande pardon, je vais lui pardonner. Donc, en ce moment, si tu te lèves, le dernier tiers de la nuit, tu te lèves et tu demandes à Allah, tu invoques Allah, nous espérons fortement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter ton invocation. À un moment où les gens dorment là, où tu viens peut-être le réveiller, tu ne sais pas faire, il va te boxer. Parce que le sommeil est très fort. Donc c'est en ce moment qu'on te dit non. Retire-toi de ton lit, va faire tes évolutions et il faut prier. Donc en ce moment, c'est très bon. Donc ça c'est l'un des moments. Hein. Par exemple, parmi les moments également, lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut, les invocations sont acceptées. Donc on peut toujours voir ces moments-là où les invocations sont acceptées. Maintenant ici, quand est-ce qu'il faut le faire? Lorsque tu fais tes 2 rakats. Quand tu fais tes 2 rakats après le salut final. Yani, lorsque tu fais Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid, et tu ajoutes également Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam, jusqu'à tout cela, les savants disent que tu peux apporter cette invocation. Est-ce qu'on se comprend? Allahumma inni astakhiruka. Maintenant la question, moi qui n'ai pas bûché là, est-ce que au moment où je suis en train de prier, avant de faire le assalamu alaikum, attends, on a dit après le salut final. Ah ok. Donc après le salut final, la fois.
Maintenant ici, il y a certains qui posent comme question, est-ce qu'il faut tenir la fiche comme ça pour le faire? La meilleure chose à faire, c'est de bûcher ça, comme on bûche sur le Fatiha. Parce que les compagnons, ils bûchaient ça. Vous avez vu au début, il disait que comme on apprend le Coran, c'est comme ça le prophète nous enseigne également la salat al-istikhara. Donc en ce moment-là, tu fais ton invocation et tu précises. Tu précises également le choix, parce que c'est très important. Quand tu arrives au dire, oh Allah, si ce choix est bon pour moi, tu précises le choix. Tu as eu ton bébé, si tu veux faire le choix de série, tu précises. Tu as eu ton bac, tu veux faire le choix de faculté, tu précises. Et donc c'est en ce moment-là que tu vas le faire. Maintenant, il y a quelques éléments à prendre en compte lorsqu'on veut faire la prière de istikhara. C'est là que nous avons mis à savoir. Premièrement, c'est un grand enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois que l'on veut entreprendre quelque chose. Regardez, il y a les savants qui disent tout choix que tu veux faire, tu peux faire istikhara. Quel que soit le choix. Quel que soit le choix que tu veux faire, tu peux faire istikhara. Parce que le serviteur, il a besoin d'Allah. Il est faible. Allah nous a créé faibles. Donc, quel que soit le choix que tu veux faire, tu peux faire istikhara. Maintenant, la deuxième chose. Une fois la prière faite, il faut continuer sa démarche et ne pas laisser. Alors ici, quand tu fais l'invocation de istikhara, il ne faut pas attendre que, subhanallah, Allah va venir te parler. Non, c'est pas ça. Il y a certains qui disent que non, tu vas dormir et tu vas rêver que voilà, c'est ce choix. Pas forcément. Pas forcément. Lorsque tu fais ta prière de istikhara, le choix que tu aimerais faire et qui est dans ta tête, continue les démarches. Et parfois, pour savoir si c'est bon pour toi, la première pente, la première demande sera accepter qui est Allah va te faciliter cela, les démarches. Mais si c'est mauvais pour toi, c'est pourquoi tu as dit si tu verras que si tu continues ta démarche et que c'est mauvais pour toi, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va chercher, Allah va te détourner de ce choix. C'est là que tu vas trouver des difficultés, tu aimerais faire le choix, mais il y a toute une complication. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas toujours attendre que non, on va me parler en rêve. Non. Ça pourrait venir, Yanni, tu as rêvé, tu as vu que, alhamdoulilah, tu as fait ce choix, et dans ton rêve, tu as vu que Allah a facilité le choix. Alhamdoulilah pour toi. Mais il ne faut pas toujours s'attendre à cela. Maintenant, la troisième chose à savoir, c'est que lorsque tu vois que dans tes démarches, il y a des difficultés, il faut laisser. Cela veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala que tu as consulté humblement, c'est une réponse d'Allah. Si tu vois aussi une facilité, il faut continuer. Allah que tu as consulté humblement, c'est une réponse pour toi. La quatrième chose à comprendre aussi, c'est que avant de faire istikhara, ou bien après avoir fait istikhara, il faut également demander conseil à ceux qui sont sages, à ceux qui maîtrisent le domaine. C'est très important. Je vous ai dit que istikhara, on peut le faire dans tout domaine. Par exemple, moi, je veux évoluer dans le domaine du commerce. Je veux vendre des choses. Maintenant, ce que je vois, je dis que là où je suis là, je peux vendre des tissus. Maintenant, tu demandes à Allah, oh Allah, est-ce que la vente de tissus, si c'est bon pour moi, facile-moi. Si c'est pas bon pour moi, détourne-moi de cela. On aimerait qu'au moment où tu demandes aussi à Allah, il ne faut pas oublier, il faut demander conseil aussi à ceux qui vendent déjà le tissu. Ceux qui font déjà dans le commerce de tissu, il faut aller leur demander conseil. Ah, comment? Est-ce que la vente de tissu, ces 2 jours-là, est-ce que c'est florissant? Est-ce que c'est bon? Est-ce que comment? Toi qui es élève, tu veux faire le choix d'une série, n'est-ce pas? Il faut demander à quelqu'un qui est déjà étudiant, qui, masha'Allah, il a déjà étudié, il a bien étudié. Tu ne vas pas aller demander à quelqu'un qui a eu le bac en seconde.
Ou bien, voilà, quelqu'un, machallah, qui s'y connaît déjà, ou même regarder les professeurs. Ça, c'est déjà un choix parce qu'il est dans le domaine, il éduque les gens, il enseigne aux gens, il a déjà une bonne, comment ils appellent ça, une bonne expérience dans le domaine. Demande à papa, j'aimerais vraiment que toi et moi, on va aller voir le censeur, on va aller voir le directeur, on va aller voir le surveillant, on va lui demander toi, à voir ma capacité, à voir aussi mes ambitions, quelle série je peux choisir. Voilà. Toi qui es bachelier, tu connais un frère qui, machallah, peut-être il a déjà la licence, ou bien il a déjà le master, ou bien tu connais un professeur d'université, demande à papa, allons voir le professeur, dis-lui ce que tu veux, parce que parfois aussi toi aussi tu as une ambition, dis-lui ce que tu veux, dis-lui aussi ta capacité, et le professeur qui s'y connaît, il va voir, ok, machallah, il va juger le pour et le contre, et te proposer aussi une faculté. Et c'est ça le conseil qu'il faut demander aux gens. Pour finir, je crois que nous avons encore quelques minutes. Pour finir, nous allons ici évoquer quelques enseignements que la prière de l'istikhara nous donne en tant que musulmans. La première chose que l'istikhara, cette prière-là nous enseigne, c'est que dans la vie, nous aurons des choix à faire. Et ça, c'est évident. Tant que tu évolues dans la vie, tu auras des choix à faire. Tu auras des choix à faire. Maintenant, c'est pourquoi je disais, même Allah nous dit, voilà les jours que Allah subhanahu wa ta'ala fait alterner. Tu vois, aujourd'hui tu es heureux, demain tu es malheureux. Aujourd'hui c'est le bonheur, demain c'est difficile. Ça c'est la vie de l'homme. Donc ça c'est le premier. Il faut être conscient que tu auras des choix à faire. Parfois des choix difficiles. Ça c'est le premier. Le deuxième enseignement, c'est que nous, en tant que musulmans, nous avons besoin d'Allah. Vous savez, il y a certains savants qui disent que le besoin d'Allah est une adoration. Te retrouver dans une situation où tu sens que tu as besoin d'Allah, c'est une adoration. Parce que justement, tu as besoin d'Allah. On est faible, Wallah. Donc justement, tu as besoin d'Allah. C'est pourquoi tu le consultes. Tu es conscient que toi, tu es limité dans tes choix, dans tes prises de décision. C'est pourquoi maintenant, tu veux consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est deux. Nous avons besoin d'Allah. Le troisième enseignement, c'est que le bien, al-khayr, le bien vient d'Allah. C'est pourquoi tu dis, si tu sais que cette affaire-là est bonne pour moi, est bien pour moi, alors là, facilite-moi cela. Donc ça veut dire que le bien vient d'Allah. Vous devez comprendre que, wallahi, le bien, tout le bien vient d'Allah. Et jamais le mal ne vient d'Allah. C'est parfois notre incompréhension qui fait que quand un malheur nous touche, on pense que, subhanallah, c'est mauvais pour moi. Mais Allah nous a déjà prévenus. Il se pourrait que tu détestes quelque chose, alors que c'est plutôt cette chose-là qui est bonne pour toi. Donc il faut que toi, musulman, tu mettes dans ta tête que, wallahi, toute chose qui te touche, que ce soit selon toi bien ou mauvais, wallahi, Allah ne veut que du bien de toi. Et quand tu comprends ça, wallahi, tu verras que même dans ton cœur, tu auras une paix intérieure. Donc ça c'est 3, le bien vient d'Allah. 4, avec la salat de l'istikhara, le musulman cultive la confiance en Allah. Placez votre confiance en Allah qui est Al-Hayy, le vivant et qui ne meurt jamais. Parce que regardez, cette prière-là que vous adressez à Allah, c'est une sorte de confiance que vous placez en Allah, n'est-ce pas? C'est une confiance que vous placez en Allah. C'est comme tu mets toute ta vie, tout ton avenir entre les mains d'Allah. Donc ça veut dire que toi qui fais cette prière, ce que ça t'enseigne aussi, c'est de placer ta confiance en Allah. Je confie mes affaires à Allah. Et là, quand tu confies tes affaires à Allah, tu verras que tu seras en paix. Parce que tu sais que celui à qui tu as confié tes affaires, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne trahit pas. Il tient toujours à ses promesses. C'est pourquoi quand tu lui confies tes affaires, tu es intérieurement en paix. Parce que tu sais qu'il est capable. Al-Qadir. Ça peut aller.
Le cinquième enseignement, c'est que, subhanallah, celui qui fait salat al-istikhara à chaque fois, il développe en lui l'amour d'Allah. Wallah. Parce que, regardez, quelqu'un que tu consultes chaque fois, c'est parce que tu l'aimes. C'est parce que tu l'aimes. S'il y a quelqu'un que chaque fois tu dois le rendre visite, c'est quoi? C'est parce que tu l'aimes. Donc, à chaque fois que tu veux prendre une décision, tu veux faire un choix, tu consultes Allah, tu verras que tu vas développer en toi l'amour d'Allah. Donc c'est un peu ça le cinquième. Le sixième, c'est tellement beaucoup, mais je vais encore citer deux. Le sixième à cause du temps, c'est que celui-là qui fait la prière de istikhara, il concrétise au moins deux noms, d'accord? Deux des noms et attributs d'Allah. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a plus de 99 noms, n'est-ce pas? Voilà. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min jusqu'à la fin. Parmi ces noms-là, il y a deux principaux noms que tu es en train de concrétiser. Al-Alim et Al-Qadir. Dans ta prière de consultation, Al-Alim, Allah, il est le tout connaisseur. En faisant la prière de istikhara, tu confirmes que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît tout. Toi, tu ne connais rien. C'est Allah qui connaît le passé, le présent et le futur. Donc tu concrétises cela. Deuxième, Al-Qadir. Allah, il est le tout capable. Allah, il est totalement capable de tout. Donc tu concrétises aussi cela. Parce que tu dis que c'est lui qui est capable de te donner le bien. Mais toi, tu n'es pas capable. Donc tu es en train également de concrétiser cela. Et le septième point pour finir, c'est que la prière de istikhara est très importante. Elle est très importante. C'est pourquoi, je le répète encore, Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, il disait que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné ça comme le Coran. Il répète, il répète, il répète, il répète jusqu'à ce que la personne le maîtrise. Et là, chaque choix que la personne veut faire, il doit consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je nous invite vraiment à maîtriser cela, à beaucoup invoquer Allah avec ceci, surtout lorsque nous avons des choix à faire. Wallahi, regardez, le serviteur, quand tu comprends que toute décision vient d'Allah, toi-même tu es tranquille. Wallah, il faut arriver à cultiver cela. Il faut arriver à accepter que Wallahi, la position dans laquelle tu es actuellement, c'est Allah qui a voulu. Et la position dans laquelle tu seras demain, c'est Allah qui voudra. Quand tu es comme ça, Wallahi, ton cœur sera apaisé. Ce qu'on te demande de faire, c'est as-sabab. Maintenant, toi, il faut faire l'effort de faire. Mais au même moment, tu sais que je fais mes efforts, mais c'est Allah qui décide de tout. Mais s'il vous plaît, entre parenthèses, NB. Vous allez voir certains élèves qui sont guidés par la paresse. Ils vont dire que non. Nous, c'est Allah qui fait tout. Et même quand j'ai eu 10 de moyenne, c'est Allah qui a voulu. Et qui peut contredire Allah? Mon ami, c'est pas ça. Non, 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 non. Ça, c'est une mauvaise compréhension des choses. Parce qu'il faut toi aussi faire des efforts pour que Allah t'aide. La vie n'est pas facile. Regardez, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, j'aime beaucoup donner l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple. C'est pourquoi Allah même dit dans Surat Al-Ahzab, vous avez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un modèle, un exemple parfait à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala peut décider que les gens de la Mecca rentrent en islam. Si Allah veut quelque chose, il dit seulement quoi? Soit, et la chose est, n'est-ce pas? Allah peut vouloir cela. Mais Allah n'a pas choisi cela. Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de cela, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé, il a dit seulement aux gens, rentrez en islam. Et les gens sont rentrés? Non. Il a souffert, on l'a frappé. Regardez un peu l'histoire de quand il est allé à Taïf. On l'a frappé jusqu'au sang. Il a été chassé de Mecca pour Médina. Les non-musulmans l'ont combattu. On lui a cassé des dents. On l'a frappé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, quelqu'un est venu même lui attraper le col comme ça. Jusqu'à ce que, subhanallah, les compagnons disent qu'on a eu comment ils appellent ça? Le col a tellement serré son cou qu'on a vu les traces laissées par, comment l'appelle-t-on, le col? Non, il a souffert. Voilà.
Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, il a réussi sa mission ou pas? Il a réussi. Donc, s'il était là en disant que non, nous, tout ce que Allah veut, est-ce que ça va aller? Non. Comme ça veut dire que toi aussi, il faut faire l'effort pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, il fasse ce qu'il y a à faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les choses. Comme on nous stage ici, nous allons lui donner 5 minutes aussi. Il va nous parler de la salat al-istikhara. Cheikhna, mumkin tati ama. Ma fi mishkila ustaz. Non. Donc c'est mon oustaz. Donc ce que je viens de faire, je viens de l'essayer devant mon oustaz. Donc Inch'Allah, ça va ajouter quelques éléments et nous allons clôturer bienvenue. Nous allons Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibana wa tiba qulubina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers invités, chers parrains, chers élèves, chers étudiants, c'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et écouter également cette brillante présentation faite par Cheikh Mohamed Garba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'illumine davantage. Effectivement, le thème qu'il a développé aujourd'hui, c'est vraiment un thème très important et que tout musulman doit faire un maximum d'efforts pour maîtriser vraiment cette invocation appelée Salat al-Istikhara, la prière de consultation. Franchement, il a tout dit. Tout simplement ce que j'aimerais ajouter à cela, c'est qu'il faut retenir que cette invocation, telle qu'il l'a dit, peut se faire à tout moment. Mais seulement, il a pris soin de nous expliquer au moins des moments où Allah subhanahu wa ta'ala exauce rapidement les invocations. Donc, dans son développement, il parlait du moment où l'on peut réciter cette invocation-là. Il y a deux options. Soit vous le faites avant le salut final, soit après le salut final. Avant le salut final, c'est ce qu'il a expliqué, après avoir récité salat sur At-Tahiyya, ensuite la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites toutes les invocations nécessaires. Ensuite vous récitez Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru, jusqu'à la fin qu'il a récité. Si vous prenez le document, vous allez voir que par exemple on a mis les guillemets, on a mis les tirets. C'est là-bas maintenant qu'il faut maintenant dire ce dont vous avez besoin. Même le document qu'on a partagé à tout le monde, quand vous prenez la feuille ou bien la fiche, vous trouverez que là-bas on a mis au moins 2 tirets, ou bien on a mis entre parenthèses pour vous montrer que c'est là-bas qu'il faut maintenant dire votre besoin. C'est bon? Donc vous avez le choix de le faire avant le salut final ou bien après le salut final. Donc celui-là qui n'a pas maîtrisé, il peut retenir donc la fiche pour réciter. Tel qu'il a bien précisé, ce n'est pas que lorsque vous finissez de faire l'invocation une fois c'est fini. Il faut toujours continuer à le faire. Même dans la nuit ou bien dès que vous trouvez une occasion, faites la prière, les 2 unités de rakat et puis invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas ça seulement une seule fois et puis c'est fini. On attend, comme certains vraiment pensent vraiment le faire. Et aussi cette prière de constellation ne se fait pas par quelqu'un d'autre à votre place. C'est vous-même qui allez le faire. On ne demande pas à quelqu'un de faire une prière de constellation pour moi, non. C'est vraiment une erreur. Même si nous attendons certaines personnes qui le disent, je vous demande vraiment de faire une prière de constellation pour moi dans telle affaire pour voir, non. C'est toi-même, on te demande toi-même de faire cette prière de constellation pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider dans le choix. Et lorsque vous faites également cette prière de constellation, il n'y a pas une raison pour laquelle forcément je dois voir quelque chose dans le rêve. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le faire. Mais dire que forcément je dois forcément voir quelque chose dans le rêve, ça ce n'est pas la certitude. Il n'y a pas cette certitude dans ce cas. Donc le frère a tout dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier de tout ce qu'il a dit et qu'il nous pardonne tous également pour nos imperfections. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. Donc oui, à toi, comme ils veulent faire le choix et aussi l'école va reprendre beaucoup d'invocations pour ça. Ok, donc comme le frère également l'a demandé, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter vraiment le bon choix pour les élèves ainsi que les étudiants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils arrivent à faire un bon choix et qu'Allah fasse qu'ils arrivent maintenant à obtenir également une bonne carrière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous illumine davantage, qu'il vous accorde une science utile. Parce qu'il faut retenir que pour réussir cette vie ici-bas, il faut la science. Pour obtenir également l'au-delà, il faut la science. C'est pourquoi le prophète dit Man arada dunya fa alayhi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilm, wa man arada kilahuma fa alayhi bil ilm. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette science utile et qui nous facilite le chemin qui mène vers l'acquisition du savoir. Parce que toute personne qui sort pour aller à la recherche du savoir, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite la voie qui mène vers le paradis.
Et il faut retenir aussi que les anges étendent leurs ailes pour toute personne qui va à la recherche du savoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela et qu'il nous bénisse tous abondamment. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Il y a souvent les aînés qui nous disent que quand on, après une présentation, on demande s'il y a question ou pas, il y a deux choix. Soit, et qu'Allah nous préserve de cela, les gens n'ont rien compris. Ou soit, les gens ont tout compris. Tout compris. Mais là, je suis en train de douter du second choix là. La seconde option là, je suis un peu dubitatif. Mais est-ce que les gens ont des questions? Donc, alhamdulillah, je reste serein que les gens ont tout compris. Ça peut aller. J'espère que les gens ont tout compris. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui de par sa grâce nous portons en bonne santé, qui de par sa miséricorde nous a passé tout cet assis. Que sa paix et sa bénédiction soient sur le sceau des prophètes, le prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui suivent cette paix, ceux qui vivent de la rétribution. Allah soit Allah, pas de musulmans sincères. Recevez les salutations des hommes du paradis, la salutation qui transcende toutes les frontières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je réponds au nom de Moubarak Sama, je suis étudiant à la faculté des sciences, en l'occurrence la biologie, physiologie végétale. Et ce matin, je vais continuer sur le même longueur d'onde que mon frère qui vient de passer, mais sur la thématique d'orientation dans le système universitaire, c'est-à-dire présenter les écoles, les facultés et les centres de formation que nous avons au sein de notre université. L'université de Lomé compte en son sein 6 facultés, 5 écoles, 4 instituts et des centres de formation. La première faculté que nous allons entamer, c'est la faculté de droit, qui a pour mission d'offrir des prestations de services, notamment dans le domaine de consultation juridique, des enquêtes, des avocats, c'est-à-dire qui forment des juristes, des avocats, des huissiers, c'est comme ça. Maintenant, la faculté de droit offre quoi comme formation? Ils ont une licence professionnelle en sciences juridiques, politiques et administratives. Cette licence professionnelle, c'est en quelque sorte une école. Ensuite, dans les facultés, nous avons des licences fondamentales. Mais lorsque nous parlons de licence professionnelle, c'est une école dans la faculté. Et l'admission, c'est sous concours. Ensuite, nous avons une licence fondamentale en sciences juridiques, politiques et administratives, que nous appelons souvent droit privé. Et nous avons aussi la licence fondamentale en sciences juridiques, politiques et administratives. Aussi, il y a aussi ça dans le droit public. C'est-à-dire, au niveau de la faculté de droit, nous avons 2 facultés. Faculté de droit et faculté de droit privé et la faculté de droit public. Ensuite, après ça, c'est quoi les débouchés au niveau de la faculté de droit? Nous avons tout d'abord, ils peuvent travailler au niveau de l'administration publique, service juridique des entreprises publiques ou privées. Ils peuvent travailler dans le métier de corps de police ou de la gendarmerie. Ensuite, quand je prends la faculté de droit, ils ont un centre de formation. Le centre de formation de profession des huissiers, des métiers de justice, qui est juste à côté. L'admission, c'est sur concours. Quand on finissait là-bas, mais c'est sous demande du ministère qu'ils lancent les concours. C'est sous demande du ministère. Nous avons ensuite la faculté des lettres, langues et arts, que nous appelons communément FLA. Là-bas, c'est pour les études en langue. Quelles sont les formations que nous avons là-bas? Nous avons une licence en allemand, en anglais, en espagnol et en français. Nous avons 4 domaines là-bas. L'allemand, espagnol, français et l'anglais. Comme débouché, Souvent ça, lorsque tu fais le master, tu peux continuer en master, ou lorsque tu t'arrêtes
parcours licence, tu veux devenir traducteur, enseignant, interprète, dans ce domaine. Nous avons ensuite la FASEG, Faculté des sciences économiques et de gestion. Là-bas, nous avons 3 domaines d'études. Nous avons la comptabilité, nous avons l'économie, nous avons le marketing. Comme offre de formation, ils ont des licences en parcours analytique et politique, une licence en économie de développement, une licence en économie internationale. Dans le parcours comptabilité, il y a la comptabilité, contrôle et audit. Et dans le parcours de gestion, il y a organisation et gestion des ressources humaines. Et aussi une licence en marketing et stratégie. Comme débouché, à la fin de leur parcours, au-delà du master, quand tu as ton parcours licence, après quelques stages, tu peux travailler en tant que comptable, économe dans l'établissement. Et mais bon, certains aussi qui jouent au moins le rôle de secrétariat caisse, après une formation en secrétariat. Ensuite, comme quatrième faculté, il y a la faculté FSHS, Faculté des sciences humaines et de la société. Là-bas, nous avons 6 domaines de formation. Il y a l'anthropologie, la géographie, l'histoire, la sociologie et la psychologie appliquée. Comme domaine comme débouché, ils deviennent des enseignants, des psychologues. Et il y a certains qui travaillent même dans la gestion de la planification territoriale, c'est-à-dire ceux qui font la géographie. Ils peuvent travailler dans la gestion, planification territoriale et du tourisme. C'est leur domaine, vous maîtrisez mieux le territoire que quiconque, parce que vous êtes en géographie. Là-bas, souvent on dit qu'il n'y a pas de master. Il y a des masters en FSHS, mais c'est des masters un peu pointus. On a un master en géographie, en histoire, en sociologie et en philosophie, qui vous conduisent directement à des thèses. Il y a la faculté des sciences et de la santé. L'admission, c'est sur concours. L'admission, c'est sur concours. Et ils offrent des formations de doctorat en médecine, doctorat en odontostomatologie et des doctorats en pharmacie. Le parcours varie entre 6 et 8 ans. Après ces 8 ans de formation, il faut au moins 4 à 5 ans d'années de spécialisation. Ça dépend des domaines que vous allez choisir après la formation générale. Ce qui est intéressant au niveau de la médecine, il y a un traité qui a été signé depuis le ministère où, lorsque vous finissez, vous avez des stages dans les institutions publiques, au niveau de CHU, universitaire, CHU, tout coin, et un peu partout. Vous déposez vos dossiers pour stage, on vous prend. Comme débouché, ceux qui font la médecine, vous savez déjà, c'est pour devenir des docteurs. Mais docteur dans quel domaine? C'est pour ça qu'il n'y a pas de spécialisation. Par exemple, quand je prends diplômé spécialisé en pédiatrie, quand tu finis tes 8 ans et tu te spécialises en pédiatrie, il te faut encore 4 ans de formation. Donc, c'est que en 12 ans, tu peux être pédiatre. Mais quand tu fais 8 ans de formation, tu es juste médecin généraliste. Tu n'as pas de domaine précis. La faculté des sciences. Au niveau de la faculté des sciences, nous comptons au total 6 parcours. Il y a la mathématique, la physique, chimie, la biologie, physiologie animale, la biologie, physiologie végétale et la géoscience. Au niveau de la faculté des sciences, la biologie, physiologie végétale est divisée en deux domaines. La partie physiologie et la partie zoologie. Parce qu'eux-mêmes, ils ont deux départements dans la faculté.
Et c'est la même chose. C'est des circuits, c'est continuel quoi. C'est dans le même domaine, vous faites vos 3 ans, on vous dit que vous avez une licence en biologie, physiologie animale. Mais la biologie, physiologie végétale, ils ont relevé ça, c'est la botanique. La botanique, c'est quoi? C'est l'étude des végétaux, dans sa généralité. C'est là-bas moi je suis. Maintenant, comme débouché, on dira ceux qui ont fait la faculté des sciences deviennent directement des enseignants. Pratiquement quand tu es à niveau licence et enseignant. Mais quand tu vas au-delà, quand tu vas en master, ceux qui ont fait la faculté des sciences peuvent travailler aussi dans les laboratoires. Peuvent aussi travailler dans les laboratoires. Parce que chez nous, au niveau master, nous avons le laboratoire de toxicologie et physiologie. Ce qui veut dire qu'ils peuvent travailler aussi dans les laboratoires de pharmaceutique. Ceux qui ont fait la botanique, après quelques mois de stage en pharmacie, peuvent travailler dans les pharmacies. Mais lorsque vous vous arrêtez en parcours licence, le premier métier qui s'offre à vous, c'est l'enseignement. Donc ce qui veut dire, comme je l'ai dit, nous avons 6 facultés. FDS, FSS, FSHS, FASEG, FDD et il reste un. Qui peut me rappeler ça? Et FLA. C'est bon? Par rapport aux facultés, est-ce qu'il y a des questions? Ou bien à la fin? À la fin. Oui. J'aurais suggéré que vous leur donniez en même temps les séries là, qui peuvent intégrer les écoles ou facultés. Ok. D'accord. Quand je prends par exemple la faculté de droit, d'abord celui qui a fait la série D fait tout à l'université. Celui qui a fait la série D fait tout à l'université. Maintenant, au-delà de la série D, quand il prend la faculté de droit, la série A4 et la série G1. C'est les deux là qui font la faculté de droit. Série A4 et série G1. Maintenant, quand je prends la faculté des lettres, FLA, A4, G1 et la série D. C'est bon? Maintenant, FASEG. FASEG, c'est la série technique. G2, G3 et D. A4 ne fait pas FASEG. Vous comprenez déjà, A4 ne fait pas la FASEG. FSHS. Sur les fiches d'orientation de l'université, on met A4, D, C et toutes les séries. Mais c'est un peu compliqué à ceux qui ont fait G1 jusqu'à G3 de faire FSHS. C'est un peu compliqué. Mais c'est possible. Parce que la personne c'est un bon bosseur, c'est possible. FSS, Faculté des sciences de la santé. C'est ceux qui ont fait la série D qui vont là-bas. Et c'est sur concours. C'est sur concours. Le concours est lancé déjà. C'est comme s'ils ont clôturé déjà le dépôt des dossiers. C'est bon? La FDS, c'est ceux qui ont fait la série D. Ils disent aussi série C. Mais souvent, ceux qui ont fait la série, quand ils viennent, quand on fait l'inscription, ils rejettent le dossier. Ils rejettent. Donc, c'est ceux qui ont fait la série D qui font la FDS. Donc là-bas, ce n'est pas du concours, c'est une faculté. C'est après l'inscription en ligne. Après vos choix des parcours, on vous valide ce que vous avez choisi. C'est bon? Ok. J'entends les écoles que nous avons à l'université de Lomé. La première, nous avons l'école supérieure des techniques biologiques et alimentaires, que nous appelons communément STBACH. L'école supérieure des techniques biologiques et alimentaires offre 3 parcours de formation. Et ce que je vais vous dire, les écoles que nous avons donnent une licence professionnelle. Et il y a quelle différence entre licence professionnelle et licence fondamentale? La licence professionnelle, quand vous finissez, quand vous avez votre licence, vous êtes déjà outillé. Mais celui qui a une licence fondamentale est obligé maintenant de faire des stages
C'est là si vous me comprenez. Celui qui a fait une licence professionnelle sur le marché de l'emploi est plus compétitif que celui qui a fait une licence fondamentale. Parce que j'ai fait l'ESTEBA, moi j'ai fait l'FDS, nous avons presque la même formation. Mais lorsque nous allons au laboratoire, eux sont plus outillés que celui qui a fait à la FDS. Parce qu'à partir de la première année, l'ESTEBA va directement au labo. Même l'FDS, quand on prend par exemple la biologie végétale, on commence à aller au laboratoire en deuxième année. Mais nous ne touchons pas au microscope. C'est-à-dire que c'est à la fin de deuxième année, oui, que vous avez commencé à utiliser le microscope. Or, eux, depuis la première année, même en amateur, ils utilisent déjà le microscope. Donc vous voyez qu'ils sont plus outillés que celui qui fait la FDS. C'est à peu près la différence. Est-ce que c'est bon? Nous avons 3 domaines de formation. Nous avons la licence professionnelle, analyse médicale et biologique, que nous appelons AMB. Analyse médicale et biologique. Nous avons une licence en industrie agroalimentaire. Nous avons aussi une licence en gestion en eau et de l'environnement. Quand je parle d'analyse biomédicale, vous allez voir dans les laboratoires, au niveau de CHU, même ici, ceux qui vous font des analyses, prélèvement de sang pour faire des groupages, c'est comme ça, souvent c'est eux. C'est les stagiaires d'Estéban qui font ça là-bas. C'est bon? Maintenant, quand il parle d'industrie agroalimentaire, vous me dites souvent quand vous avez des nourritures, avant de mettre ça sur le marché, d'amener ça au contrôle. C'est eux qui gèrent ça, ils sont souvent à l'ITRA. Ils font des stages à l'ITRA. C'est à peu près comme sécurité alimentaire. Ils vont voir, ils vont certifier que la nourriture que vous avez là, c'est bon. L'eau minérale que vous avez là, vous pouvez mettre ça sur le marché. Quand c'est pas bon, on dira c'est pas bon. C'est bon? Maintenant, gestion de l'eau et de l'environnement. Ceux qui changent de la fabrication d'eau et l'assainissement, c'est comme ça. C'est bon? Et l'admission, c'est sur concours. Et seuls ceux qui ont fait la série D peuvent avoir accès. Actuellement, les concours, la date est déjà passée. Ils ont déposé les dossiers, ils attendent juste l'écrit. C'est bon? Maintenant, à la fin, comme débouché, je l'ai dit, ils travaillent dans des laboratoires d'analyse médicale, dans des centres hospitaliers, dans des centres médico-sociaux, dans les laboratoires privés et confessionnels. C'est bon? Et ils travaillent aussi comme service de contrôle qualité aliments. C'est ceux qui ont fait analyse agroalimentaire. C'est eux qui interviennent là-bas. Ils travaillent dans la recherche et le développement. Ils ont des unités de production agricole, des laboratoires de recherche, des industries et dans les ONG. Par exemple, ceux qui ont fait l'ESTEBA peuvent travailler au niveau du programme alimentaire mondial, le PAM, dans les ONG internationales. C'est bon? Service en charge de la qualité de l'eau et des ressources naturelles et de la pollution. Ils peuvent travailler au ministère de l'Environnement et c'est comme ça. Ils peuvent aller aussi là-bas. C'est bon? On prend école des assistants médicaux. EAM. C'est pas ENAM, c'est EAM. C'est la suite de l'ENAM. Ceux qui ont fait 3 ans l'ENAM. On dit que vous avez une licence. C'est quelle licence là-bas? Celui qui a compris la différence entre licence professionnelle et licence fondamentale. ENAM donc quelle licence? L'ENAM donne une licence professionnelle. À la fin, vous faites 3 ans, n'est-ce pas? On dit que vous avez fini votre cycle. Vous faites 6 mois de stage. Que vous pouvez renouveler, ça fait 1 an. Après ces stages, vous pouvez venir déposer vos dossiers au niveau de EAM et continuer le master. Celui qui fait 3 ans à l'ENAM, c'est comme il a une licence. Et il peut continuer à l'EAM. C'est bon? Maintenant, celui qui a fait l'ESTEBA, celui qui a fait la FDS, peuvent aussi déposer leur master à l'EAM. Mais c'est sur étude de dossier. Les masters sont sur étude de dossier. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Maintenant, comme offre de formation, comme je l'ai dit, c'est des masters. Ils jouent des masters en santé environnementale,
et un parcours de professionnel en radiologie et imagerie médicale. Il y a ça à l'ENAM. Donc ceux qui ont fait imagerie et radiologie peuvent passer le master. Et ensuite, il y a une licence professionnelle en instrumentation chirurgicale des blocs opératoires. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a ça à l'ENAM? Je ne crois pas. Mais après une étude après une étude spécialisée à l'ENAM de 3 ans, vous pouvez passer à l'EAM aussi pour poser les dossiers. C'est bon? Et parcours master professionnel en santé mentale. Je compte des troubles mentaux. Ce n'est pas que ce soit les psychologues qui peuvent traiter ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des troubles mentaux. Donc ceux-là aussi, ceux qui ont fait les études là, peuvent le faire. C'est bon? Donc nous n'avons pas de parcours licence à l'EAM. C'est à partir du master. Est-ce que c'est clair? Donc ceux qui veulent faire poursuivre les études à l'EAM, soit vous allez à l'ENAM, soit vous faites l'ESTEBA, soit vous faites la FDS. Vous venez comme ça. Nous avons l'École nationale supérieure des ingénieurs. C'est bon? Actuellement, depuis l'année passée, il n'y a plus ça. Ils ont associé l'École nationale supérieure des ingénieurs et le Centre informatique et de calcul, qui est devenu maintenant EPL, École polytechnique de Lomé. C'est bon? Et c'est sur concours. Là-bas, la série D, la série C, F1, F2, F3, F4, même TI1 vient aussi là-bas. Est-ce que c'est bon? Et là-bas, c'est sur concours aussi. Et quand tu veux formuler ta demande d'inscription, tu écris et tu choisis ta spécialité et l'école que tu veux faire. C'est que dans la tête, on ne va plus mettre centre informatique et de calcul. Mais c'est dans la lettre, même quand tu veux rédiger, que tu mets centre informatique et de calcul. Et tu mets le domaine, si c'est informatique, si c'est génie logiciel, tu choisis ton option. Donc là-bas, nous avons une licence en génie civil. Il y a une licence, master et doctorat. En génie électrique, génie mécanique. Et aussi en système informatique. Comme débouché, ceux qui ont fait la génie civile, vous le savez déjà, peuvent être employés dans les services technico-commerciaux des matériaux de construction de bâtiments de route. Oh, une industrie, ou bien celui qui vous en entreprise de construction peut vous embaucher parce que vous avez fait génie civil. Quand on dit génie civil, c'est ceux qui ont construit, ceux qui font la construction des bâtiments et de route. On va prendre génie mécanique pour construire une route. Maintenant, pour ceux qui ont fait la génie électrique, vous pouvez travailler comme développeur d'applications, faire la maintenance informatique et réseau. C'est bon? Il y a aussi la maintenance informatique et réseau grâce au cours de TP sur l'architecture des ordinateurs. Donc, celui qui a fait l'informatique et celui qui a fait la génie électrique, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous me suivez. Celui qui a fait l'informatique et celui qui a fait génie électrique, c'est la même chose. C'est bon? Maintenant, je prends génie mécanique. Il est recherché par les entreprises industrielles. Lui s'occupe généralement de maintenance industrielle, et la mise en place des installations et l'amélioration des processus de production. Par exemple, je prends le grand moulin que nous avons dans le port. Si les machines ont des soucis, il ne faut pas appeler celui qui a fait l'électricité, ni celui qui a fait génie civil. Mais celui qui a fait génie mécanique, c'est lui qu'on appelle. C'est son domaine. Les installations et amélioration des processus de production. Et ceux qui veulent installer aussi des grandes machines. Par exemple, quand je prends les imprimeries, ceux qui impriment les cahiers, pour installer les machines d'impression, c'est ceux qui ont fait la génie mécanique qui installent ces machines-là. Parce que ce n'est pas des petites machines, ce n'est pas d'ordinateur, ce n'est pas une imprimante. C'est des grandes machines. C'est bon? Ouais. Nous avons ensuite l'école supérieure d'agronomie, ESA. Elle a pour mission de former des cadres moyens et polyvalents, notamment des ingénieurs de travaux agricoles, des ingénieurs agronomes,
de conception. Et dans d'autres options, il y a aussi l'agroéconomie, la production végétale et animale. C'est bon? Maintenant, les autres formations que nous avons là-bas, c'est quoi? Là-bas aussi, nous avons une licence professionnelle. Nous avons aussi une licence professionnelle à l'ESA. Nous avons une licence professionnelle en agroéconomie, licence professionnelle en phytotechnique et une licence en production animale et vétérinaire. Maintenant, quand tu vas en master, c'est là que tu vas te spécialiser plus en agroéconomie. Quand tu fais une licence en agroéconomie, tu n'es pas dans ta spécialité en tant que tel. Je ne sais pas si tu comprends. Quand tu as fait une licence, quand tu t'arrêtes en licence, certes, tu as les outils, mais tu n'es pas meilleur que celui qui a fait le master dans les écoles. C'est bon? Maintenant, quand on prend phytotechnique, phyto, c'est ce que étudier les plantes. Ça rejoint la biologie végétale. La phytotechnique, là-bas, c'est l'étude des plantes. Maintenant, quand on prend les sciences animales et vétérinaires, là-bas, il y a l'élevage et l'entretien des animaux. C'est bon? Ceux qui font les arts et qui font cette option, à la fin, ils créent même leur cabinet de vétérinaire. Ils même créent et ils sont là. C'est bon? Et là-bas, c'est la série D. C'est sur concours. 3 ans de formation. Comme débouché, ils sont engagés dans le secteur agricole, c'est-à-dire dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, de l'enseignement et la recherche. Souvent, ceux qui font là-bas, ils aiment plus de recherche approfondie. Ils sont dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Dans les bureaux d'études. Quand tu fais l'agronomie, ceux qui restent souvent dans les bureaux, ce sont ceux qui ont fait l'agroéconomie. Mais le reste est sur terrain. Dans les ONG et dans les institutions. C'est bon? Celui qui a fait l'agroéconomie peut travailler au PAM et au FAO. Vous avez allé. Super. Nous avons l'école supérieure des assistants administratifs, ESAD. Là-bas, nous avons 2 parcours de formation en grade licence. Nous avons la licence en assistance administrative, spécialité entreprise et administration. La licence professionnelle en assistance administrative, spécialité juridique. Ce qui veut dire que là-bas, nous avons 2 domaines. Assistance entreprise et administration et domaine juridique. D'abord, là-bas, à la fin, ils assurent les fonctions d'organisation d'un service de communication, de gestion de documents et de dossiers ou de fichiers. C'est ceux qui ont fait le côté entreprise et administration. D'abord, il y a aussi certains qui sont employés dans des cabinets d'avocats, d'études notariales, dans des cabinets d'experts comptables. Donc, c'est la seconde option. Vous êtes d'accord? Là-bas aussi, la formation à l'ESAD est conditionnée à la réussite au concours d'entrée. Pour ceux qui ont la série D, vient, la série G2 et G1. La série 4 ne vient pas, si j'ai bonne mémoire. C'est bon? Mais quand la série D vient, il n'ira pas dans le côté juridique. On l'oriente directement vers spécialité entreprise et administration. G1, G2 peut prendre les deux volets. Parce que eux, c'est dans leur domaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand on pense celui qui fait la DA, on le met dans la spécialité juridique. Quand nous allons commencer, ça te serait un peu compliqué. Tu vas t'adapter quand même, ça te serait un peu compliqué. Ensuite, nous avons des institutions à l'université. Il y a l'Institut national de sciences et de l'éducation, INSE. Là-bas, nous n'avons pas encore les parcours licence. Mais cette année, ils sont en train de prévoir parcours licence, c'est-à-dire à partir de première année, c'est-à-dire faire les 3 ans et avoir ta licence professionnelle. Excusez-moi, il y a une licence fondamentale et une licence professionnelle.
Cette année, ils sont en train d'envisager cette option-là, parce que pour le moment, il n'y a pas encore 3 ans de parcours. Tu iras faire la licence là-bas lorsque tu quittes une faculté pour l'INSE dans le domaine de l'enseignement. Par exemple, j'ai la passion d'enseigner. Est-ce que vous êtes d'accord? Actuellement, pour le concours demande des autorisations d'enseigner avant d'enseigner dans l'établissement privé comme public. Et j'ai envie d'enseigner. Je peux quitter la FDS. C'est bon, c'est pas que je démissionne de la FDS. Hein. Je fais une double inscription comme ça. Je vais expliquer ça comme ça. Je quitte la FDS. Je viens faire encore une inscription à l'INSE. Là-bas, je fais 1 an. Parce que j'ai déjà fait 2 ans à la FDS. Donc, je peux dire que j'ai validé mes jeux de première année. J'ai validé mes jeux de deuxième année. Donc, je peux venir maintenant à l'INSE. Et je fais 1 an. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, dans ces 1 an, tu as 60 crédits à valider parce que par an, c'est 60 crédits. Et dans ces 60 crédits, tu dois faire aussi des stages. C'est à la fin, après l'évaluation écrite et après les observations de ton directeur de stage, on te valide ta licence. Au pire des cas, tu feras encore une semestre pour finaliser le parcours licence. Mais tout compte fait, c'est en 1 an. Mais je ne sais pas si l'année prochaine, parce que la rentrée académique 2023-2024, il y aura le parcours licence. Si tu devais avoir parcours licence, nous avons la licence fondamentale en sciences de l'éducation et de la formation. Il y a une licence professionnelle, formation des enseignants du secondaire. Quand tu veux enseigner, le secondaire c'est quoi ça? Bon, quand tu vas enseigner au collège comme au lycée, et quand tu passes par là, tu as une licence professionnelle. Là, tu as tous les outils qu'il te faut. Et c'est ça qu'ils donnent actuellement, une licence professionnelle. Avec cette licence professionnelle là, tu peux demander l'autorisation d'enseigner. On te délivre cette autorisation d'enseigner et tu peux passer dans les écoles, faire ton manchot devant les élèves. Mais la licence fondamentale en sciences de l'éducation et de la formation, ça c'est une licence fondamentale sur moins de 3 ans. C'est bon? Super. Il y a master et doctorat. Pour ceux qui veulent faire le master, ça c'est un master de recherche en sciences de l'éducation. Ça c'est un master de recherche. Maintenant le doctorat, il y a aussi doctorat en sciences de l'éducation et de la formation. Là-bas quand tu finis, à partir de master, quand tu finis, tu peux devenir inspecteur pédagogique. C'est-à-dire vous former les enseignants. Ça peut aller. Institut universitaire de technologie et de gestion, communément appelé UT de gestion. Forme en 3 ans au diplôme professionnel dans le domaine de sciences économiques et de gestion. C'est comme FACEC, mais là-bas c'est un institut. On ne va pas dire école, on ne va pas dire faculté. C'est bon? Mais l'accès c'est sur concours aussi. L'accès c'est sur concours. Et nous avons l'Institut universitaire de technologie offre 2 parcours de formation. C'est bon? La licence professionnelle en sciences économiques et de gestion. Là-bas, la spécialité comptabilité et finance. C'est bon? Et dans la licence qui suit, la seconde licence, la spécialité de gestion commerciale. C'est-à-dire, il y a comptabilité et finance. Il y a gestion commerciale. C'est bon? C'est-à-dire les comptables. C'est bon? Maintenant, ce qu'on peut prendre dans la gestion commerciale, c'est-à-dire, comment je vais expliquer ça? Quand tu veux mettre un marché en place, tu as déjà mis le marché en place et tu veux quitter value à long terme, tu peux gérer ça. C'est bon? Super. Nous avons ici l'Institut des sciences de l'information et de la communication et des arts. Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, communément appelé ISICA.
Quand on parle déjà de communication, tout le monde sait que c'est le journalisme. C'est bon? Communication. Ils ont pour vocation de former des cadres supérieurs spécialisés dans les domaines de communication, de l'information, du journalisme. Il n'y a pas d'informatique. Hein? Information. Donc ça c'est l'art quoi. Il faut avoir l'art de transmettre l'information. C'est pas les guédères. C'est pas dire les guédères. C'est bon? Super. Et là-bas nous avons une licence professionnelle en communication des organisations. Nous avons une licence professionnelle en publicité et art graphique. Nous avons une licence professionnelle en journalisme. Ceux qui aiment beaucoup parler là, c'est le journal. Elle fait journalisme. Et là-bas aussi, c'est sur concours. Bac A4, C, D ou G. C'est bon? A4, C, D ou G. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon? Mais eux, ils ont une condition. C'est bon? Mais la condition, c'est quoi? Il faut avoir 10 sur 20 en français et en anglais. Les gens comme nous, même si on donne le congétique d'anglais, on ne peut jamais avoir 10 ça. On ne peut pas aller là-bas. Il a dit, avant de déposer ton dossier à Elisica, il faut avoir 10 en français et 10 en anglais. Ceux qui sont comme moi là, ou même si on me donne l'épreuve et le corriger, je n'aurai pas 6 là. Il faut aller là-bas. Ça veut dire que je n'ai pas 6 en anglais. Hein. J'ai 6. Parce que j'ai eu au bac. J'ai beaucoup travaillé, donc fort. Mais j'ai menti. Ah. Est-ce que j'ai menti? Voilà. Parce que l'anglais, la façon, c'est compliqué là. Quelqu'un fait sa phrase, te dit de mettre ça, quoi, et d'arrête pitch. Quelqu'un fait sa phrase, te dit de mettre ça, de t'arrête pitch. Ça, c'est quelle histoire ça? Ok, et comme débouché, les diplômés de l'ESICA sont généralement recrutés par l'administration publique et privée dans les secteurs de la communication des organisations, de la publicité, des arts graphiques et du journalisme, ou encore dans les bureaux d'études des ONG et des institutions de financement. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau des ONG et institutions? Si on veut te prendre là-bas, c'est en tant que communication des entreprises ou publicité graphique. C'est bon? Pour faire la publicité. Quand tu fais ce domaine, ceux qui font des presses en ligne, est-ce que vous avez parlé de ça? Presse en ligne. Tu as parlé de presse en ligne? Sur Phoenix, il y a les informations qui passent là. C'est ceux qui ont fait presse en ligne là. Qui passent, c'est eux qui ont fait ça. Les recherches sont dans la communication des organisations. Publicité et art graphique. C'est eux qui font ça. Presse en ligne. Donc eux, ils n'ont pas besoin de passer à la télé, passer l'information. Quand on organise une activité, eux, ils ont des sites où ils peuvent placer l'information pour que tout le monde puisse voir ce que vous avez fait. Ils ont une manière de relayer cette information-là. Est-ce que vous me suivez? Non. Ils ont aussi des compétences dans les domaines de communication. Presse en ligne. Regardez les presses écrites là. Il y a radio et télévision, communication en entreprise, création publicitaire, marketing. Communication en entreprise, là, c'est ça les privés font. Ils font communication ils disent communication des entreprises. Ils prennent une seule compétence de ESICA, ils prennent ça pour faire un parcours. Communication des entreprises, CE, parcours BTS ou licence. C'est bon? Super. J'ai l'Institut national de la jeunesse et des sports. C'est quoi ça? INJS. Il y a souvent, quand on est au lycée, il y a certains, c'est sport les matières de base. Quel que soit vents et marées, ils ont toujours 18. Moi j'ai un gars, lui, il dit, quel que soit les cas, en sport, lui, il aura la moyenne. Donc le reste, c'est pas un problème. C'est chez eux ça, et INJS.
Là-bas, ils offrent des formations dans les domaines, dans les différents domaines, avec une spécialisation par mention correspondante. Il y a une licence professionnelle en éducation et motricité, que nous appelons souvent éducation physique et sportive, EPS. Nos professeurs de sport que nous avons à l'école, ils viennent de là. Il y a aussi des licences en jeunesse, développement communautaire et entrepreneuriat dans les activités socio-éducatives. Nous avons là-bas l'accès à l'INJS, aussi ses concours. Il faut être juste titulaire d'un bac. Ceux qui ont fait A4, D, G1, même ceux qui ont fait F et qui veulent faire INJS, ce concours peuvent aller. Eux, ils n'ont pas de centre à l'université ici, mais c'est à Kégué. Tout se fait là-bas. Le concours, les tests d'entrée et les cours se font à Kégué. Quand on a quelque chose à leur donner, on prend ça de l'université, on les amène ça à Kégué. C'est bon? C'est bon? Voilà. Comme débouché, il devient professeur de sport, comme je l'ai dit, EPS, des entraîneurs des clubs dans les fédérations sportives. Vous voyez nos clubs, c'est bon, je prends des exemples, hein. C'est Massi, Agaza, Dito, Maranatha, et consorts. Normalement, les coachs là doivent venir de l'INJS. Parce qu'eux, ils ont la formation là. C'est bon. Mais au-delà de cette formation au niveau de l'INJS, il y a d'autres formations CAF qu'il faut passer. Quand tu es sur le terrain, le reste c'est à toi de chercher. Et ils peuvent être aussi directeurs techniques des clubs de fédérations sportives. Ils sont des personnels des associations de collectivités locales sportives. Pour ceux qui vont faire licence professionnelle en jeunesse, développement communautaire et entrepreneuriat. C'est eux qui peuvent faire ce domaine-là. Développement sportif et des centres de collectivités locales. Il peut être aussi animateur de centres de développement sportif et des centres de loisirs. Ou poursuivre ses études carrément en master. C'est bon? Centre de formation. Nous avons CFC, Centre de formation continue. C'est juste à côté. Et ils assurent le développement des compétences sur mesure à la demande des employés de services administratifs et établissements de l'université de Lomé. C'est-à-dire, eux, ils forment juste les gens pour l'université de Lomé. Et c'est sur demande. Par exemple, les secrétaires que nous avons, les secrétaires du département, les secrétaires du décanat, les secrétaires de la présidence, ceux qui travaillent à la TAS, ceux qui les fournissent, les gens là. Et ils ont des formations, licence professionnelle en journalisme, en comptabilité fiscale, en comptabilité contrôle audit, économie appliquée. C'est-à-dire quand eux ils forment directement, c'est l'université qui prend. Tu peux sortir. Tu peux sortir aussi travailler ailleurs. Mais la majorité, c'est l'université qui prend. C'est bon? Ils donnent aussi des formations de recyclage. Et renforcement des capacités en secrétariat, bureautique, administration et comptabilité. Nous avons, j'avais parlé de ça, Centre de formation des professeurs de justice, CFPJ, qui donne des formations en magistrature, en greffier et secrétaire de parquet, notaire, huissier, commissaire, presseur, dans le domaine de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion professionnelle, et dans le domaine des officiers de la police judiciaire. Quand on parle de police judiciaire, souvent quand on fait des accidents là, ceux qui viennent faire constat, sérieux, parce qu'ils viennent faire le constat, il ira au bureau, analyser le constat et te dira, toi tu as tort, toi tu as raison. Ou soit qu'il te dit carrément, tu as tort, tu as raison, arrange ça la meilleure, il te dit, arrange ce que tu as gâté, et vous attendez que ça comprenne.
Donc, quand on te cogne en route et que tu vas déposer plainte là-bas, on le poursuit et te soigne. On te dit, amène leurs ordonnances. On leur remet leurs ordonnances et ils te paient. Je suis d'accord. C'est bon? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? À l'université de Lomé, les écoles forment en licence professionnelle. C'est 3 ans. Les écoles et les facultés donnent des licences fondamentales. Est-ce que c'est clair? Les instituts donnent aussi des licences professionnelles. Toutes ces formations sont des formations de 3 ans. Il faut avoir 180 crédits. Il faut avoir 180 crédits avant d'avoir sa licence. Et quand on dit 3 ans, pour celui qui ne bosse pas, il peut faire 5 ans. Mais quand tu es un bon bosseur, quand tu fais la FASEG et que tu es un bon bosseur, en 3 ans, tu peux partir. Quand tu fais FDD, tu es un bon bosseur, en 3 ans, tu peux partir. Quand tu fais FLA, en 3 ans, tu es un bon bosseur, tu peux partir. On ne fait pas un choix parce que mon ami a pris FASEG, moi aussi j'étais en FASEG. On fait choix de faculté ou école en fonction de ses capacités. Quand j'étais en terminale, on était 5 ans à apprendre ensemble. Après le bac, 4 personnes, les 4 sont allés en FASEG. Je suis le seul à venir en FDS. Ils m'ont dit, viens, on va rester ensemble. Et dit, moi, ma passion, c'est pas en FASEG. Parce que moi, depuis la classe de première, j'avais une vision. Ma vision, c'était quoi? C'était devenir enseignant. C'est ce que moi, je voulais. Donc, pour atteindre le sommet de ma passion, il va falloir passer par la FDS. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai fini. Donc, n'aie pas peur de choisir ce que tu as envie de faire. On dit souvent, la vie est un choix à univers infini. Et refuser de faire un choix est un choix qui s'impose en nous. C'est gros, non rien? C'est gros. C'est bon? Ça peut aller? Me voici à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, je suis suspendu à vos lèvres. Oui. Vous avez parlé à propos de l'EAM, que ceux de la FDS peuvent l'intégrer aussi. J'aimerais savoir si c'est ceux qui font partie de la biologie dans la faculté de la FDS. Voilà, merci beaucoup. Pour l'UAM, ceux qui ont fait la FDS peuvent l'intégrer. C'est ceux qui ont fait la biologie. C'est bon? Celui qui a fait mathématiques ne veut pas aller là-bas, va aller faire quoi? Ça, vous comprenez? Donc, ceux qui ont fait la biologie, physiologie animale, biologie, physiologie végétale, peuvent aller. Et ça, c'est parcours master. Pour avoir d'abord ta licence, tu déposes. On a une année là-bas, l'ancien délégué général de la faculté des sciences. Actuellement, il est à l'EAM. Il a soutenu déjà, si j'ai bon nom. Il est parti faire le master là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Coordinatrice. Vous posez question, toi? Peut-être que le message est passé. Non. Comme si on va faire 5 ans, tu peux poser des questions qui peuvent permettre à tes soeurs de comprendre. Parce que je crois que les soeurs ont peur de poser des questions. Ouzia, tu as une question? Tu n'as pas de question? Oui. J'aimerais savoir si on peut faire des inscriptions. On peut faire des inscriptions, mais ce n'est pas en première année. Par exemple, je peux faire une double inscription en quittant FDS pour STBA lorsque j'ai 120 crédits. C'était possible auparavant. C'est comme si c'est encore possible. Mais c'est sur étude de dossier. L'année passée, j'avais voulu faire ça, mais j'ai hésité jusqu'à le temps passé. Tu peux quitter FDS pour STBA. C'est bon, mais il faut avoir 120 crédits d'abord. C'est que tu fais 2 ans, valider 120 crédits.
Donc à la fois, tu as un Esteban et tu as un FDS, tu composes de deux côtés. Ce qui est intéressant actuellement, c'est des cours en ligne. Mais Esteban ne fait pas trop cours en ligne, ils sont souvent là-haut. Mais FDS là, c'est cours en ligne. C'est bon? Tu peux aller à la maison apprendre quoi, c'est pas un problème. Jusqu'à présent? Oui, en tout cas, c'est des cours en ligne. Même l'année prochaine, c'est des cours en ligne. C'est pas encore. Ils n'ont pas encore trouvé les. C'est tous les cours en ligne. Et ça rend l'opposition. Ils n'ont pas fait des positions, on va venir lire après. Mais les cours présentiels sont plus mieux quand même. Après les cours en ligne, c'est-à-dire quand on fait 3 semaines de cours en ligne, parce qu'on a, c'est comme si on a 12 semaines. Quand on fait 3 semaines de cours en ligne, on fait 3 semaines de cours présentiels. 3 semaines de cours en ligne, 3 semaines de présentiel. Il y a certains professeurs, ceux qu'ils ont fait en ligne, ils reviennent en présentiel, faire le résumé global. C'est bon? Mais il y a certains professeurs, quand ils viennent, c'est pour continuer. Ce qui veut dire, c'est que vous amenez à suivre forcément les cours en ligne. C'est bon? Parce que les sérieux, les cours en ligne, ça a commencé depuis. Bon. On va dire pour vous, c'est la connexion qui nous gêne. Parce qu'il y a des fois, tu vas te lever, tu vas te connecter, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais sûrement, c'est l'année qui suit, ça va s'arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Bon, merci beaucoup pour la présentation. Et je voulais savoir s'il n'y a pas d'autres opportunités en dehors de ce que nous avons sur le campus. Je veux parler de l'université tout simplement. S'il n'y a pas d'autre chose en dehors de ça. Merci beaucoup. En dehors de ça, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas faire l'université de Lomé, ils peuvent passer le concours. Il y a l'ENAM qui vient de passer. C'est bon, comme je l'ai dit, après l'ENAM, quand tu fais ta fonction à l'ENAM, tu peux passer par IAM. Aujourd'hui, tu ne parles pas des formations professionnelles. Je ne veux pas citer les formations professionnelles, chacun a ça ce qu'il veut. Hors établissement, il y a l'université privée. Il y a aussi les centres de formation. Après le bac, ce que les gens conseillent plus, c'est l'ENAM. Tu vas tenter l'ENAM. Mais l'ENAM est avec sa réalité. L'ENAM est avec sa réalité. Tu finis, hein, tu vas faire tu réussis, alhamdoulilah. Tu finis, tu as ton diplôme. Machallah. Bon. C'est pas moi qui vais parler. Question suivante. Oui, Asia. Tu fais les classes? Tu passes en première. Maths, c'est combien de coefficients? Tu fais la D? Voilà, félicitations. Maths, c'est coefficient 4, non? SVT 4, physique 3, français 2, anglais 2. C'est ce que nous appelons aussi les. C'est cela que nous appelons les crédits à l'université. Par exemple, quand je prends dans mon domaine, je prends boîte 124. C'est ce qu'on appelle la botanique, pour vous abrévier ça. On prend les 3 premières lettres de la matière qu'on a abréviée, on ajoute le code. Je prends boîte 124, c'est 4 crédits. C'est bon, ça fait c'est coefficient 4 ça. Mais ça, quand on totalise toutes les matières, tu dois valider 120 crédits, tu dois valider coefficient 120. 120 coefficients avant d'aller en. C'est ça qui va deuxième année. Quand on a tous les coefficients là, chez vous c'est 18 non? Quand on fait la somme des coefficients, ça fait 18. Ou c'est 21? 23 non? Voilà, c'est 23. Mais à l'université, quand tu finis un an, ça fait 60 crédits. 30 en matin, 30 en mousson. Ne cherche pas à comprendre c'est quoi mousson, c'est quoi en matin. C'est-à-dire, la période universitaire est divisée en 2 semestres. Nous avons 2 semestres. Quand vous faites à l'école là, il y a 2 semestres. Non? Voilà, c'est ce que nous faisons aussi. Mais nous sommes ce petit différent, on appelle ça Amatan et Mousson. En Amatan, tu as 30 crédits. En Mousson, tu as 30 crédits. Quand tu valides les deux 30-30, ça fait 60 crédits. On dit que tu as validé les 60 crédits de la première année. Mais quand il te reste encore une matière en première année, c'est que tu n'as pas encore fini la première année. C'est bon? Voilà. C'est bon maintenant? Tu as compris maintenant? Je t'attends à l'université dans 2 ans. Question suivante. Oui, chef, vas-y. C'est à propos des écoles. Oui. Est-ce qu'ils se trouvent dans les MT? Les écoles que j'ai citées sont à l'université de Lomé.
EAM. Il y a une nouvelle école, EPL. EPL, c'est là-bas. C'est cette année le bac. Quand tu sors, quand on prend la route là directement là, le grand bâtiment qui nous fait face automatiquement, c'est ça. Vous allez voir, ils ont mis même EPL. Avant c'était ainsi. Donc c'est ça, ils ont ramené EPL. Il y a maintenant de CIC et de ainsi. Mais ils ont toujours les départements départagés. Mais ce n'est plus. C'est l'épilation, c'est EPL. Sur ta licence, c'est EPL quand même. Mais on doit mettre la spécialité et la mention. C'est bon. Question suivante. Antimédia le 27 années. Question. Vas-y, t'as tout compris. Moi, tu me dis que parce que je suis à golf, donc tu vas finir. T'attends. On pose la question. C'est les gens qui sont tellement timides. Les gens sont timides. Là, je sais, mais pas honte. Posez toutes vos questions possibles. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Tu as ton bac, ou bien après ton bac, ce que toi tu as envie de faire, pose des questions sur ça directement. Pour voir. Je suis en 3e, je rêve être ça. Ouais, tu as déjà rêvé et tu es réalisé. Oui. C'est fini ici. Toi, tu as encore question. Ah, c'est bon maintenant. C'est bon. Moi, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire non. Super. Je vais voir si j'ai encore quelque chose à dire ici encore. Je vais voir. Je vais voir s'il y a encore quelque chose à vous dire. Sinon, on a fini. Est-ce qu'il y a certains ici qui ont déposé au niveau de la médecine? Concours dans la médecine. Une bonne médecine incroyable. C'est bon? Ok, donc je vous remercie pour l'attention portée à mon égard. Et qu'Allah soit en parlant vous assiste dans vos différents choix. Ce qu'il faut savoir, l'université, c'est pas venir faire compagnie. Quand on vous dit que quand tu es en terminale, il faut bosser jusqu'à 2 h avant de te coucher là, à l'université, il faut bosser jusqu'à 4 h. Non, ici c'est une liberté empoisonnée. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tu ne sauras pas. C'est que tu te verras devant le fait accompli que vous avez examen. Et c'est maintenant que tu vas commencer à bosser. Et sache que tu vas revenir l'année prochaine pour poser la matière. À l'université, il faut apprendre au jour le jour. Il faut apprendre au jour le jour. Il faut apprendre au jour le jour. C'est comme la carte de terminale. Il faut multiplier tes efforts par 10 pour avoir ta licence. C'est mieux. Oui. Oui, vas-y. Pose, ne crains rien. Il n'y a pas de question bête. Non, juste, je voulais demander s'il y a des facultés coraniques à l'université. Il y a des facultés coraniques. Il n'y a pas ça. Mais il y a I2 à côté. Institut quoi de langue quoi. Il y a toutes les langues là-bas. C'est-à-dire ceux qui ont le bac arabe peuvent venir continuer les études ici. Mais ça ne serait pas homologation du dossier. La personne parle d'abord par la DAS. La DAS convertit maintenant son dossier en français. On valide ça avant de lui créer un compte pour pouvoir faire l'inscription. Si je comprends bien également son inquiétude, c'est peut-être continuer la formation dans la mémorisation de ce Coran, c'est ça? Dans le Coran, bien dans le domaine de l'arabe. Dans le Coran, il n'y a pas ça. Mais si tu continues dans le domaine arabe, il faut le faire. Il dit ça. L'année passée, il n'y avait pas ça. Il y avait au moins 3 personnes, mais il n'y avait pas ça. Je peux? Oui. Voilà, par rapport à la mémorisation du Coran, je sais que l'imam du Ben, ou bien certains imams qui viennent comme ici, voilà, peut-être au niveau de Cogescos, mais au niveau du Ben, Inch'Allah, seront disponibles pour la formation. Parce qu'à notre Ben, il y avait également cette formation-là ici, chaque mercredi après la prière du Zuhur. Donc, entre Zuhur et Asr, il y a une formation qui se faisait ici à l'état de la mosquée.
Donc, c'est question également chaque année, Inch'Allah, il y aura quand même ces formateurs-là qui viendront former les gens pour ça, pour le Saint-Coran. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Il n'y a pas d'autres questions? Ok, donc je vais céder place à mon coordinateur qui viendra continuer avec ceux de la classe de 3e. Si vous voulez, je peux continuer aussi. Pourquoi je constatais vraiment le silence au niveau des sœurs? Donc c'était vraiment un domaine qui voulait... C'est un haut niveau. Je vois. Mais ça vous permet aussi de commencer par réfléchir par anticipation. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux faire la médecine, mets le paquet à partir de... Tu es en première, mets le paquet en première terminale. Quand tu déposes ton dossier au valide, tu fais 8 ans plus 4 ans en plein. 12 ans de Ramadan, je vais voir. Sinon c'est bon, hein? Quand tu finis, c'est parce que moi j'ai une passion. J'aime transmettre le savoir, raison pour laquelle j'ai pris la MDS. Ouais. Oui, grand frère, il faut poser ta question. Ça m'intéresse, vas-y. Oui. Tu n'as pas de questions. Super. Donc merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.